Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal et mon co-animateur est Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu? Je vais très bien. Hey, je suis en train de lire un livre d'un monsieur Cardinal Mario. Oui, hein? Oui, pas le Cardinal Mario, mais bien Mario Cardinal. J'ai lu sur ton blog, parce que tu as référé justement à mon livre qui a finalement été publié ces dernières semaines. Que quand tu cherchais sur Google, il y avait mon livre qui sortait, mais aussi... Non, quand je cherchais ton livre sur Amazon, puis là, tu tapes Mario Cardinal, puis là, t'es entre le pape... le nouveau pape, là? Oui, le nouveau pape et des cartes de baseball des cardinaux de Saint-Louis. Oui, c'est ça. Bon, non, je pense que c'est l'équipe de football, je pense. Ah, les deux. Mais tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on écrit un livre sur l'informatique que c'est forcément très populaire. Mais oui, mon livre est finalement sorti, publié, pas juste la version électronique, la version papier. T'as au moins une vente, Mario. J'en ai acheté un. Ouais, plus. Non, je sais que j'en ai plus que ça, parce que j'ai reçu des emails, un paquet de monde qui disait, j'ai acheté et tout. Donc, on va voir la réception. J'ai mis quand même un peu plus que 2 ans de ma vie, pas juste ça à temps plein, là, mais une bonne partie de mon temps là-dessus. C'était un projet qui me tenait à cœur. Donc, on veut chacun mettre notre petite brique dans le gros édifice de ce que c'est l'informatique. Donc, moi, c'est ma petite brique. Ta contribution. C'est ça, ma petite contribution. Puis, pour les auditeurs qui se demandent qu'est-ce que c'est ça, j'ai écrit un livre sur les spécifications exécutables avec Scrum. Donc, le framework Scrum, par définition, il parle pas trop comment on pourrait concevoir des spécifications qu'on peut tester au fur et à mesure. Donc, moi, j'explique comment on peut faire ça, puis comment on peut bonifier finalement le framework Scrum pour que ça marche bien. Puis, pour résumer, finalement, j'essaie de résoudre un problème fondamental en informatique, puis que tout le monde veut ignorer, c'est que tout le monde cherche à bien développer la solution, hein. On va faire le meilleur produit, puis moi, je reviens plus au fondamental. Je dis, ouais, mais quel produit? C'est quoi le besoin? Parce que si tu prends mal le besoin, tu peux faire la plus belle solution, mais supposons que tu y fais des beaux hamburgers, mais que l'utilisateur, lui, il voulait pas des hamburgers, il voulait des hot dogs, et il sera pas heureux. Donc, même si tu fais un hamburger parfait sur le grill, avec la cuisson... donc, on focus souvent là-dessus en informatique, sur les techniques, puis moi, je vais ramener... Fait que finalement, ton prochain livre, ça va sur le barbecue? Oui, tout à fait. Mais ça serait peut-être plus toi qui écris un livre là-dessus. Ça, c'est toi qui es passionné de barbecue. Ouais. Ben écoute, aujourd'hui, notre invité, c'est Benjamin Niolin. Bonjour, Salut. Merci Mario, merci Guy de m'avoir reçu sur votre talk show. Ben, c'est nous qui a le plaisir de t'avoir comme invité. Écoute, aujourd'hui, on va parler... de pourquoi, en bon québécois, là, on dirait pourquoi ça pogne en entreprise SharePoint. En français international, ça pour serait... nos amis européens, là. Qu'est-ce qui explique le succès retentissant de la plateforme SharePoint auprès de la grande entreprise? Oh! Ça, c'est bien dit, ça. C'est bien. Grande question. Mais sérieusement, écoute... il y a une partie, moi, que j'ai jamais vraiment pu expliquer, là. Je suis très intrigué par rapport à ça, parce que quand tu regardes le produit, tu fais comme, voyons, ensemble, ça fait pas des millions de choses, ce produit-là. Mais, en tout cas, faut croire que les entreprises, eux, ça répond à un réel besoin parce qu'ils l'adoptent. Et la grande entreprise encore plus que les petites organisations. Mais avant tout, on va faire la bio de notre invité. Et Guy, on dirait que tu as déjà fait plus d'une centaine d'émissions avec moi. Tu connais la formule. Ouais. Ben c'est ça. Donc là, faut pas embarquer tout de suite dans le sujet. Benjamin, toi, tu es MVP SharePoint. C'est exact. Plus du côté infrastructure. Exact. Donc, personnellement, je fais pas du développement, bien que, vu que SharePoint, c'est tellement une grosse plateforme que il y en a qui pensent que je fais du développement parce que je connais du HTML et du XSLT et du CSS, mais on le sait, je ne fais pas du développement. Je suis beaucoup plus architecture, analyse des besoins, infrastructure, mettre en place les serveurs SharePoint, puis mettre bien en place la plateforme avec ce qu'il y a dans la boîte. Puis aussi, tu es un nouveau MVP SharePoint. C'est exact. Ça fait
même pas un an, ça fait depuis le 1er avril à peu près. Tu travailles chez GSoft. C'est ça, une firme de développement SharePoint, Sitecore.net également. Ici à Montréal, depuis quelques années maintenant. Oui, ça va faire un petit peu plus que 2 ans maintenant. Puis c'est quand même plaisant parce que ton employeur, lui, il valorise beaucoup les activités sociales que tu peux faire auprès de la communauté. Donc, toutes les interventions que tu fais dans les conférences, qui est reconnu par Microsoft, c'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, ils t'ont donné la reconnaissance. Exactement. Mais ton employeur, lui, il voit ça très positivement. Donc, ça, c'est encore un plus parce que si tous les employeurs avaient cette même perception, ça serait cette même compréhension, le monde serait peut-être différent. Mais moi, juste pour la petite histoire, je me suis retrouvé dans un auto avec toi parce qu'on est allé à Toronto pour une activité de Microsoft et on a partagé en tout cas le voyagement et on était assis tous les deux. Moi, je conduisais, lui, il était le passager. Et là, à un moment donné, MVP SharePoint, je pose la question en disant, mais c'est pourquoi, là, c'est pourquoi en entreprise? Puis là, mon Benjamin qui me sort des points très précis. Regarde, il y a ça, il y a lequel, ça. Benjamin? Je pense qu'il y en avait 3 ou 4 dans la voiture. Oui, on était 3. Écoute, c'était drôle parce que toutes les MVP qui étaient avec moi, ils s'appelaient Benjamin. Donc, on ne s'est pas donné des petits noms parce que c'est quand même juste une... B1, B2, B3. C'est ça. Mais il m'expliquait clairement, puis à un moment donné, ça a comme cliqué. Je disais, hey, on pourrait faire un bon podcast. Donc, j'ai fait ni un ni deux. Je l'ai invité. Je disais, hey, quand est-ce que tu peux venir faire un podcast? Et quelques mois plus tard, on se retrouve assis ici en train de faire cette entrevue. De parler de SharePoint. Oui. Écoute, ta formation de base, t'es étudiant en informatique? Très bonne question. En fait, j'ai pas vraiment étudié en informatique. Moi, j'ai commencé à étudier en finance, comme tout bon informaticien. Ouais. Non, en fait, j'ai étudié, mais c'est pas vraiment ça que j'aimais. Puis même dans mes stages que je faisais, c'était vraiment, je montais les Excel, je montais des bases de données avec Access pour que l'équipe... T'étais le fameux power user. Oui, exactement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert des PDF, des cours qu'on appelle MOOC chez Microsoft, des Microsoft Official Curriculum, qui sont vraiment des livres avec des cours, des exercices, des machines virtuelles. Ensuite, quelqu'un m'a trouvé une petite job à Québec. Je suis parti à Québec. J'ai fait de la consultation. J'ai appris. J'ai été coaché. Et finalement... Mais là, c'est bien intéressant ce que tu racontes. Parce que c'est un parcours que... Moi, je connais quelques personnes qui ont fait ça. Ils voulaient avoir une reconnaissance d'informaticien. Puis, le parcours classique de dire, je vais aller faire un 3 ans au cégep ou un cours universitaire, qui est quand même un long parcours, où on va t'enseigner l'informatique, mais on va surtout t'enseigner plus à penser, à résoudre des problèmes. Puis souvent, les employeurs, ce qu'ils cherchent, c'est quelqu'un qui maîtrise la technologie. Donc, les fameux cours certifiés, les examens certifiés Microsoft, souvent, les employeurs vont les reconnaître. Donc, les MOOC, les Microsoft Official... Exact. Donc, et Microsoft Official Curriculum. Donc, j'ai tout simplement pris ça, j'ai ouvert une machine virtuelle sur un poste que je pouvais mettre la machine virtuelle et j'ai tout simplement fait les exercices. Tu peux faire ça en autodidacte, là. Ah oui, j'avais une autre job en finance et ce que je faisais quand j'arrivais chez moi, c'est sûr que j'ai mis beaucoup de temps personnel, beaucoup de week-ends pour apprendre Active Directory. Qu'est-ce que c'est? La création des comptes des utilisateurs, des ordinateurs, c'est la base. Puis après ça, Microsoft a un mécanisme d'examen que tu vas passer, puis là, tu peux te démontrer. Puis même si la majorité des examens, oui, il y a une partie qui sont des choix multiples, il y a beaucoup d'examens où on te met dans des situations, puis là, il faut que tu démontres que tu as maîtrisé. C'est pas toujours évident, là, passer ces examens-là. Donc, puis c'est pas un seul examen. Pour avoir un certain parcours, des fois, c'est 6 examens qui... puis souvent, les gens, tu sais, mettons, tu vas faire un cours programmation C#. Ben, mettons que les gens, ils maîtrisent jamais C# de bout en bout. Là. Il y a peut-être certains programmeurs, toute la partie, les expressions lambda, c'est pas leur fort. Là. Tout ce qui est programmation fonctionnelle, ils font comme moi, ben ça, je n'utilise pas vraiment parce que moi, je continue à me faire des delegates pour m'en tirer. Mais là, si tu veux passer l'examen, ils vont te demander des questions spécifiques sur lambda. Donc, si tu maîtrises pas cette partie-là, toute la partie fonctionnelle du langage C#, tu seras jamais capable d'avoir l'examen parce que ça te prend 80%, puis il te manque toujours assez de points. Puis je me souviens, à un moment donné, moi, j'avais un examen que je faisais pour la reconnaissance sur... fallait que j'aille l'examen SQL. Et le fameux examen SQL, je sais pas si tu te souviens, Guy, il y avait une partie très développeur. Moi, j'avais pas de misère, mais il y avait une partie très infrastructure de cet examen-là. Parce qu'il y a 2 volets. Il y a 2 volets, mais tu sais, quand t'es plus un développeur, puis là, écoute, il y avait des questions, entre autres, où est-ce qu'il demandait comment tu partitionnerais tous tes 10 rigides pour avoir... puis c'était vraiment l'enfer, là. Le modèle était compliqué. Puis quand tu sais, si tu l'as vraiment jamais fait, ben c'est pas parce que tu as lu
un chapitre là-dessus que tu vas passer l'examen. Là. Tu coules tout le temps parce qu'il faut vraiment que les questions sont faites en mesure que faut t'aider de l'exercice. Faut que t'aies de la compréhension. Puis beaucoup d'expérience pratique parce que souvent tu vas faire comme attends, je comprends, là, il veut me faire cette pogne-là parce que si tu sais pas ça, tu fais. Donc c'est ce qui fait que les examens sont difficiles à aller chercher. Mais donc toi, tu as fait ce parcours-là. Exact. Puis ça t'a pris quoi, au moins 6 mois, 1 an à faire? Oui, facile. Là, ça a pris quand même, je dirais, on va dire 1 an pour mettre ça sûr. Puis là, tu as réussi à trouver un emploi pour c'est ça, changer j'ai de pris domaine. quelque chose qui était vraiment tout petit. J'ai déménagé complètement à Québec. J'avais un matelas par terre et puis j'ai tout simplement fait. J'ai appris beaucoup. J'ai eu un très bon coach et faire les petits jobs à droite à gauche pour montrer Puis là, les compétences. tu as créé ton expertise en SharePoint. Puis à un moment donné, tu as changé d'employeur. Puis là, tu t'es retrouvé chez probablement la firme SharePoint à Montréal. GSoft, c'est quand même pas un petit joueur. Là. C'est Non, quand même. une 60aine de développeurs. Donc, un joueur majeur là, dans l'environnement. En tout cas, pour ce qui est des gens qui font du SharePoint à Montréal. Mais c'est intéressant comme parcours. Ouais. Une dernière chose que je voudrais qu'on les gens sachent. Tu as participé à l'écriture d'un livre. Je parlais de mon livre finalement qui a été publié, mais toi aussi, tu as écrit un chapitre dans un livre. Oui, en fait, ça. 1 ou 2 chapitres, je pense. En fait, je pense que tu sais, écrire un livre, c'est beaucoup plus difficile que l'on peut penser. Hein. Déjà, bravo et chapeau à tous ceux qui ont écrit un livre parce que c'est du travail. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que il y avait 3-4 auteurs qui avaient besoin d'aide. Ils ont une date limite pour sortir certains chapitres. Et quelqu'un n'arrivait pas à faire toute la job. Donc, ils m'ont appelé. Peux-tu venir nous écrire 1 ou 2 chapitres très rapidement? On a 3-4 mois. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tout à fait des chapitres sur le responsive design. Exactement. Donc, c'est un livre qui est pro-branding pour web development en responsive design pour SharePoint, qui couvre aussi, je pense, il y a un chapitre intéressant pour le Québec parce que c'est le multilingue, comment est-ce qu'il fonctionne. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est pas très, très couvert, mais très, très, très bon. Et puis... Ouais, bon, c'est sûr qu'on va mettre la référence aussi de ton livre. Comme MVP, j'imagine aussi c'est un blog, donc les choses... Absolument. Donc, pour tirer rapidement, j'ai un blog plus personnel où je vais écrire sur n'importe quoi SharePoint, qui est Beignolan. D'ailleurs, si vous voulez me rechercher un peu partout sur Internet, c'est souvent beignolan.wordpress.com. Je l'ai gardé simple. B pour Benjamin, puis Gnolan, qui est mon autre famille. Okay. .wordpress.com de base, mais généralement, le contenu que j'écris le plus souvent, c'est sur un autre site qui est share-gate.com/blog. Mm-hmm. Qui est finalement un des produits que... Un des produits que GSoft fait, qui est devenu une compagnie maintenant, qui est un outil de migration pour SharePoint d'ailleurs. Ouais. Ben, écoute, pourquoi... Ben, si on veut expliquer pourquoi SharePoint est si populaire à l'entreprise, il va peut-être falloir commencer par la base. On va présumer que peut-être que certains auditeurs vont dire, ben... Ouais, SharePoint, je sais quoi, mais la réalité, souvent, c'est qu'on sait c'est quoi, mais on sait pas tout à fait c'est quoi. Donc, puis t'as un beau talent de vulgarisateur. Donc, si tu essaierais rapidement de dire, ben, regarde, SharePoint, ce produit-là, c'est ça. Donc, comment on pourrait le décrire? Ouais. J'aimerais pouvoir répondre à cette question et puis je pense que tous les gens qui font des SharePoint à Montréal sont en train d'écouter les prochains mots que je vais dire. Ben oui, lui, s'il donne une bonne définition, on va la réutiliser. Non, en fait, c'est difficile de le décrire en une phrase si on veut, mais je vais essayer. SharePoint, c'est une plateforme. Donc, ce n'est pas un outil, ce n'est pas la même chose que d'aller acheter Word ou d'aller acheter Excel ou d'aller acheter d'autres produits Microsoft. C'est vraiment une plateforme sur laquelle on va construire, on va créer des solutions avec. Donc, il y en a qui vont faire des intranets avec, il y en a qui vont faire des extranets avec, il y en a qui vont faire des processus d'affaires, donc des applications complètement, un CRM avec ça. Mais quand tu dis plateforme, est-ce que c'est une plateforme de développement? Donc, c'est une plateforme pour créer des solutions? Mais des plateformes créer des solutions, Microsoft.net, c'est une plateforme. Exactement. Donc, en quoi c'est différent de SharePoint? Parce qu'elle est spécialisée? Et c'est ça. C'est construit sur le .net, justement, mais avec bien sûr plein d'autres choses, mais essentiellement là-dessus. Et SharePoint, c'est une plateforme où ce qu'on a essayé de faire, ou de moi, je pense, qu'on voulait pas autant que les développeurs fassent toutes les solutions, que ça reste tout chez les TI où les 3-4 personnes dans le département doivent desservir toute une entreprise. C'est une plateforme où moi j'appelle ça des power users ou des super utilisateurs qui vont prendre en charge, donc au marketing, ils vont faire leur propre SharePoint pour collaborer ou pour travailler. Donc ils vont faire leur propre solution. Donc ce n'est pas nécessairement pour faire du développement, c'est pas une plateforme de développement, mais on peut développer des solutions pour SharePoint. Il y a des blocs de base. Donc c'est quoi les blocs de base qu'on trouve? Parce que c'est pas, vu que c'est une plateforme spécialisée, tu peux pas avec SharePoint, par exemple, je sais pas moi, faire un système
système de communication temps réel à la Skype, par exemple. Ça sert pas à ça. Donc, si ça sert pas à ça, c'est quoi les blocs de base que ça... Encore une fois, on va essayer de répondre à ça. C'est, je te mets sur la sellette, ouais, c'est super. Donc, non, vraiment, c'est... si on installe SharePoint puis on regarde pas les boutons puis on fait next, on installe ça, on va se retrouver devant un sorte de site web. Et c'est souvent là où il y a et c'est très très bon pour SharePoint et c'est pour ça que tout le monde l'a adopté si rapidement, c'est que on est devant un site web qui offre les mêmes fonctionnalités ou proches que si on faisait notre propre petite base de données. Donc je vais avoir un site d'équipe, je vais avoir un site de documents, je vais avoir un site de réunion, mais en fait, si on regarde à l'intérieur de ces sites SharePoint, on va voir qu'il y a ce qu'on appelle des listes et des bibliothèques. C'est des tables où on va storer nos données à l'intérieur. Donc, on va être capable de mettre des documents, mais dans un tableau. On va mettre du data, mais dans un tableau. Puis ensuite, grâce à ce site web, on va être capable de afficher ces données de la façon où on veut. Donc, en changeant le style, en changeant l'allure. Donc principalement, SharePoint, le bloc de base, c'est tu peux gérer des listes. Des listes. Ouais, on va appeler ça comme ça. Puis, donc, si on peut gérer des listes, des listes, ça pourrait être comme des to-do, là, mais c'est ce qu'on offre par défaut, c'est des listes qui sont axées sur la gestion documentaire, sur les documents. Ça peut être ce qu'on veut. C'est là le piège, en fait. C'est que par défaut, les gens vont prendre SharePoint et ils vont avoir des listes pour les documents. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est la première chose que souvent les entreprises vont faire, c'est au lieu d'avoir des serveurs de fichiers, qui de plus en plus on essaie d'éliminer. Maintenant, c'est devenu très populaire de mettre des tags ou des métadonnées. Mais là, c'est important ce que tu as rien de dire. Si on regarde historiquement, là, on vient en 1980, il n'existe même pas encore Windows. Les premiers serveurs, en tout cas pour les petits, il y avait des gros, mais les petits, c'était Novell. Puis la fonction de base que pourquoi ils s'installaient un serveur, tu vas te souvenir, il y avait deux choses. On voulait être capable de partager les imprimantes. Oui, puis partager les fichiers. Puis on voulait avoir un espace pour déposer des fichiers, partager les fichiers. Exact. C'était la fonction de base. Ces fonctions-là sont jamais disparues. Partager les imprimantes, c'est encore... Promenez-vous dans n'importe quelle organisation, il y a toujours à peu près 65 imprimantes, puis tout le monde veut être capable d'imprimer. C'est devenu des fonctions très de base maintenant au niveau du système d'exploitation. Et partager les fichiers, c'est encore là. Mais rapidement, là, à partir des années 90, avec la prolifération des fichiers, les compagnies se sont rendues compte, disent, ouais, c'est bien beau, là, les déposer, mais à un moment donné, là, j'ai beau me faire une structure hiérarchique. Il manque quelque chose. Il manque, on trouvait plus les fichiers. On disait, je sais que c'est là, mais c'est où? C'est dans mon... Mais c'est un changement de culture aussi. C'est vrai. Mais il y a un gros changement aujourd'hui où on est avec nos devices, nos bring your own device qui est devenu très populaire. Nos tablettes, nos téléphones. Moi, j'amène mon propre laptop au bureau. Bon, c'est pas dans toutes les entreprises, mais on va retourner à la maison. Un des clients en ce moment me dit, c'est pas grave quelle plateforme ou quel produit il veut utiliser. Il veut que les documents sur lesquels il travaille au bureau soient les mêmes lorsqu'il arrive à la maison. Et il veut jamais entendre le mot VPN aujourd'hui. C'est compliqué. Le routeur, il sait pas le configurer à la maison. Donc, aujourd'hui, on est dans un mode web. Donc, juste pour nos auditeurs qui sont peut-être pas familiers avec VPN. Oh. Dans la mesure où, originalement, on avait des serveurs sur lesquels étaient hébergés les fichiers. Et quand tu arrivais à la maison, ben là, on n'ouvrait pas ces serveurs-là à large en disant n'importe qui peut réussir à se brancher. Donc, la façon standard que les compagnies faisaient au début, c'était juste de dire, ben quand tu vas te connecter à la maison avec ton modem, on s'en souvient, ou en tout cas, je sais pas ceux qui se souviennent avec les modems, là, tu sais, t'avais le téléphone. Puis, donc là, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait juste une connexion où tu devenais une extension du fameux réseau, comme si tu aurais été branché localement, mais d'où pourquoi le Virtual Private Network. Voilà. Donc, la première façon, les gens ont fait ça, puis ça, c'était assez beaucoup de logistique. Maintenant, on a encore les concepts de VPN, mais on les fait passer par le site Internet. Donc, puis, pour beaucoup d'organisations, ils sont encore au VPN, malheureusement, mais les gens veulent plus ça. C'est ça. Puis ça surtout marche pas que les solutions qu'on trouve, ça avance très, très, très vite. Donc, les gens arrivent à la maison, puis ils ont Dropbox, ils ont SkyDrive, même si ça change de nom demain. Donc, ils vont avoir différentes solutions, mais ils retournent au bureau et donc, c'est une application avec un background gris. Ils reviennent pas. Pourquoi nous on n'a pas pourquoi vous faites pas un Facebook? Pourquoi vous faites pas Pourquoi c'est si compliqué en entreprise de partager des fichiers quand je suis capable de le faire facilement avec Dropbox, par exemple? C'est exactement ça. Et donc, c'est un des gros facteurs pourquoi SharePoint a un si gros succès aujourd'hui en entreprise. C'est parce qu'on va arrêter de mettre les documents sur des serveurs de fichiers
Et puis, tout le monde a son lecteur P ou le lecteur S. On va pas nommer des noms, mais en fait, ces serveurs de fichiers-là, en fait, je vais utiliser l'exemple que j'utilise tout le temps. Très, 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 très simple. On va enlever les 50 millions de répertoires que vous avez, on va en mettre 2. Vous avez un répertoire contrat et puis vous avez un répertoire client. Vous êtes un nouvel employé et je vous donne un document. Je suis le VP, c'est très important. Voici le document, c'est un contrat pour client X. Je le mets où? Je le mets où? Donc, vous allez choisir, puis peut-être vous allez voir où est-ce qu'il était avant. Puis encore, on parle de 2 répertoires parmi normalement 50 millions. Donc, ça va être 50-50. Une fois, il va être ici, une fois, il va être là-bas. Je vais avoir une autre version quelque part d'autre, etc. Mais éliminer les répertoires, on respire. Et là, on va parler de tags ou de métadonnées, si on veut, ou quand je vais mettre mon document dans SharePoint, je vais tout simplement dire, parce que c'est une table, c'est un tableau maintenant. Donc, ce document, c'est un contrat, c'est pour le client X, l'auteur, c'est telle personne responsable du projet X, Y, Z, et je continue et je mets des tags. Et en tant que power user, donc la personne qui gère cette liste, je n'ai pas besoin de savoir ça veut dire quoi string, ça veut dire quoi integer, ça veut dire quoi toutes ces choses-là, boolean. Non, la personne va venir créer sa propre table. Moi, je voudrais lui offrir un choix parmi ces 3 choix-là. Je voudrais qu'il puisse me définir quelle personne est responsable parmi l'address book de la compagnie. Donc, ça devient très, très, très facile avec SharePoint de pas éliminer serveur de fichiers complètement, mais tranquillement, on va commencer à mettre des documents sur une plateforme web qu'on peut protéger avec HTTPS, puis donc de rendre disponible maintenant de n'importe où si on veut. Mm-hmm. Donc, c'est web, ça peut être beau, ça peut être brandé avec le logo de la compagnie, petit message du jour, etc. Et en plus, je peux retrouver mes documents. Mais c'est ça la fonction de base. C'est s'il n'y avait pas dans SharePoint la capacité de gérer les documents avec une métaphore différente de celle qu'on avait dans les systèmes d'exploitation, qui était la hiérarchie, la fameuse vue en arbre. S'il n'y avait pas ce besoin-là de base, SharePoint n'aurait probablement pas été adopté aussi... parce que même, oui, c'est vrai, ça faisait des beaux sites, mais il y avait le côté web, puis les compagnies voulaient aller vers le web, mais il y avait un gros besoin, une grosse souffrance, voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec mes documents? Les documents ne disparaissent pas, il y en a encore plus, je pense, en entreprise. C'est ça. Donc, c'est un gros facteur d'être capable de commencer à éliminer les serveurs de fichiers ou d'arrêter de les utiliser et toute la complexité qui vient avec, j'en parle pas, mais d'être capable d'aller à la maison puis de les ouvrir avec iPad. Mais SharePoint, on peut ouvrir un document et le modifier directement sur la page web. On n'a même plus besoin d'avoir Word ou Excel ou juste un document, par exemple, d'installer sur nos postes de document travail. Office, vu qu'il y a des versions web maintenant de Office, donc tu peux l'éditer en... Exact. SharePoint vient avec la version. Bon, il faut installer Office Web Apps. Je rentre pas trop dans le technique, mais on est capable de rendre tous les documents Office ou presque tout, je dirais, c'est comme un Word Lite ou un Excel Lite, mais sur la page web. Donc, je peux faire mon édition, je peux rajouter les styles, je peux être 18 personnes ou plus en train de travailler en même temps live sur le document. Ah oui, puis avant, j'avais un serveur de fichiers, puis il y avait une hiérarchie. Ouais. Donc, c'est vraiment un très, très, très gros plus. C'est un facteur, mais en plus, tout ce qu'on a appris, on a pris le temps de donner des formations à ces super utilisateurs, ces power users, les TI. Là, on a la plateforme en place. Hey, je peux utiliser SharePoint pour faire un intranet. Hey, je peux utiliser SharePoint pour mettre un flux de travail en place. Donc, mais c'est ça, parce qu'à partir de la base, parce que ça, on vient, le SharePoint 2003, les premières versions, c'était beaucoup Content Management System. C'était le CMS qui était au cœur. Et il reprenait la métaphore des CMS qui ont sauté à vrai à la fin des années 90, début des années 2000. Et d'ailleurs, ceux qui ont fait SharePoint, parce que la compagnie a été achetée par Microsoft, c'était probablement un CMS que les autres essayaient de faire originalement. En cours de route, ils se sont rendus compte, ils disaient, hey, on peut étendre ça en faire une plateforme. Et là, on s'est mis à greffer des nouvelles fonctionnalités, mais toujours basées sur la liste. Voilà. Parce que les fichiers, c'est des listes, mais à un moment donné, ils se sont dit, ça peut être une liste, mais est-ce que ça a besoin d'être des fichiers que j'ai dans ma liste? Ça peut être autre chose, ça peut être une liste juste de tâches. Et là, je vais définir qu'est-ce que c'est des tâches, qu'est-ce que c'est des contacts. Et à partir de là, quand tu commences à voir toutes ces listes-là, qui, de façon très intéressante, peuvent toujours venir s'attacher à des listes de documents,
Parce que c'est là la puissance. C'est, je peux créer une tâche, je me dis, cette tâche-là, il est attaché à des documents parce que les documents sont fondamentaux dans le cycle de vie d'un processus en entreprise. Ouais, exactement. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on va faire ça, c'est là que les gens se sont dit, waouh, je peux créer des solutions là-dessus. Voilà, ça a été SharePoint 2007 qui a été vraiment la version qui a changé la direction de SharePoint et l'adoption a énormément grandi avec SharePoint 2007. Puis, surtout, outre le fait que là, il donnait des listes, on donnait la capacité rapidement de faire un UI web, c'est-à-dire une façade web qui peut avoir un style, donc une image corporative. Ouais. Je vais parler souvent à ceux qui ont déjà travaillé avec des bases de données, que ce soit SQL ou autre. Qu'est-ce que vous avez dans votre base de données? Alors moi, je fais souvent référence à la base de données, c'est un site SharePoint. C'est une boîte qu'on donne aux super users. Ensuite, à l'intérieur d'une base de données, on a des tables. Donc là, ici, dans SharePoint, on va les appeler des listes, des bibliothèques de documents, mais c'est nos tables. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec les tables? On va créer des vues pour pouvoir montrer de l'information de une ou plusieurs tables, mais déjà arrangées selon notre format. Mais dans SharePoint, c'est aussi des vues dans vos listes et dans vos bibliothèques. Et finalement, généralement, quand vous avez une base de données quelque part, mais vous allez développer une application qui va montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tout ça dans SharePoint, ça, c'est les pages, c'est les web parts qu'ils appellent. Donc, ce qui est fait avec SharePoint, c'est justement, on a décentralisé ça et c'est le power user qui va faire son site, sa base de données, ses listes et ses bibliothèques, ses tables, et ensuite il va faire des vues ou des pages, mais sans avoir besoin de connaître du code ou de développer à la base. C'est ça que la plateforme offre. Puis j'aime ton exemple quand tu fais l'analogie avec les bases de données parce que une des plus grandes problématiques, moi j'ai vu en entreprise, ou une des plus grandes en anglais, on dirait misconception. Comment je traduirais ça? Donc, misconception. Non, c'est ça. Mésentente ou une mauvaise compréhension de ce que c'est la plateforme SharePoint. C'est que SharePoint, tu gères des listes. Mais des listes, c'est unidimensionnel. C'est un début, il y a un item, c'est une liste d'items. Tu sais, c'est le même genre comme quand tu sais, si j'ai une liste en C#, mais il n'y a pas de relation entre les listes. Les listes sont toutes indépendantes. Non, en fait, ce qu'on peut faire, c'est que on crée nos colonnes dans notre liste nous-mêmes. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on dit, ça, c'est une colonne lookup. Ouais. Qu'ils appellent dans SharePoint. Mais donc là, on est en train d'embarquer justement à essayer de faire un modèle relationnel. Mais à la base, beaucoup de gens, ils comprennent très bien le relationnel, puis ils regardent SharePoint et ils disent, OK, là, je veux me monter un modèle relationnel pour avoir des relations parents-enfants. Voilà. Et tous les systèmes, écoute, moi, un de mes métiers principalement que je fais, c'est que je fais du redressement d'applications qui vont mal en entreprise. On m'a engagé à plusieurs reprises pour venir redresser des applications SharePoint qui étaient mal parties. Et 9 fois sur 10, c'était comme, pourquoi vous essayez de faire du relationnel sur une plateforme SharePoint? Ce n'est pas fait pour ça. Et j'ai vu de tout, là. J'ai vu des gens qui utilisaient des workflows pour essayer de gérer les relations et tout. Je suis d'accord avec toi qu'en 2013, on a commencé avec les colonnes lookup de pouvoir donner certaines fonctionnalités de cette nature-là. Mais il faut faire attention, là. C'est sûr que, en fait, c'est un des plus gros point fort de SharePoint et aussi le plus gros point faible, si je peux appeler ça comme ça, c'est que c'est tellement facile. Puis écoute, je fais des conférences, c'est la première chose que je dis. Clic, 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 clic. Oh, j'ai un site, j'ai un intranet, très, très, très facile. C'est même clic, 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 peuvent aller dans une autre direction qui rend l'application le chaos. Donc, ça prend quand même des experts. C'est pour ça que, c'est pour ça que ma job existe, architecte, c'est être capable de dire oui, ça prend une liste ou non, ça ne prend pas une liste ou ça ne prend pas SharePoint. Et désolé aujourd'hui. Ouais, parce qu'à plusieurs occasions, tu as parlé de donner le pouvoir là, aux super users ou aux power users qui sont dans l'entreprise. Donc, c'est génial parce qu'ils peuvent créer tout ça en quelques clics. Mais le désavantage, comme tu dis, c'est que ça peut être dangereux. Alors, absolument. Il faut faire attention avec SharePoint. C'est une grosse bête quand même. Comme on dit, c'est une plateforme. Donc, c'est facile de rajouter des features, comme on dit tout le temps. Là, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Ça fait de la recherche. Écoute, ça a le même engin de recherche ou presque que Bing. Bon, arrêtez de rire, là. Bon. Non, mais Bing, faut plus rire. Non, c'est très fort. Si tu as regardé Windows 8.1, là, en tout cas, ceux qui n'ont pas compris où est-ce que Microsoft s'en va avec ça, regardez les fonctionnalités dans 8.1. C'est Windows 8.1, c'est un de ces gros arguments concurrentiels par rapport aux autres systèmes pour les tablettes. Il y a un engin de recherche.
puissant. Ben, c'est exactement ça. Ben, cet algorithme-là est intégré avec un moteur de recherche très puissant dans SharePoint, surtout SharePoint 2013, ce qui fait en sorte qu'on met un document dans SharePoint et puis dans les quelques secondes, voire minutes, on va le voir dans le résultat de la recherche. On va rechercher parmi des mots-clés, on va rechercher des personnes, donc dans l'entreprise. Donc, on a un très, très, très fort moteur de recherche. On est capable d'automatiser des flux de travail. Donc, en ce moment, si j'apporte un document, je le laisse sur ton bureau et je te demande de l'approuver. Tout ça, c'est manuel en ce moment en entreprise. Mais avec SharePoint, le document il est digital. Il a toujours été digital. Il a été mis, mais dans une bibliothèque de documents. Et là, on va pouvoir développer ou créer. Et donc là, généralement, on va commencer à regarder plus vers du développement Visual Studio ou avec SharePoint Designer. On en reparlera un petit peu plus tard si on veut, mais on va créer un flux de travail pour automatiser justement cette approbation-là. Et donc ça, c'est un autre point fort à SharePoint. Moi, il y a une autre chose que je sais qui existe dans SharePoint. Puis j'aimerais je sais pas comment on va le présenter, mais on a dit que SharePoint, essentiellement, c'est une grosse BD de liste. On va dire que c'est une plateforme, ouais. C'est une plateforme, mais qui principalement, on la structure en disant j'ai des listes, puis on les définit ces listes-là. Il y a quelque chose d'autre aussi qu'on a dans SharePoint qui est des sites. Bon, de façon simple, on pourrait dire, c'est juste une autre sorte de liste, parce que les sites peuvent être un item qu'on met dans une liste, mais c'est plus que ça, parce que derrière ça, parce que grosso modo, l'entreprise, là, tu me corrigeras si je suis dans l'erreur, mais les fichiers, c'est fondamental, c'est ça qui a fait que les gens ont adopté SharePoint, mais il y a deux autres axes qui est toujours fondamental dans n'importe quelle entreprise, c'est qu'il y a toujours des employés, donc il y a des équipes, du monde qui travaille. Collaboration. Et tu as des projets. Puis là, SharePoint, les autres, ils ont créé, tu vas pouvoir faire des sites. Souvent, on fait des sites pour une équipe, on fait un site pour un projet. Finalement, c'est un contenant qui peut être un peu ce que tu veux, mais par défaut, on te donne de quoi. Est-ce que cette fonctionnalité-là, est-ce qu'elle a été vraiment beaucoup adoptée en entreprise? En fait, je dirais même, c'est celle qui a été adoptée avant le remplacement des serveurs de fichiers. D'ailleurs, Microsoft a regardé ça sur les dernières années, si on veut. Et puis, bon, tout le monde connaît Office 365 aujourd'hui. Les courriels, généralement, tout le monde connaît, mais ça vient avec son SharePoint. Essayez de trouver le mot SharePoint quand vous allez sur ce Office 365, il est pas là. Il appelle, à petite place en tant qu'admin, mais partout, c'est nommé comment pour les utilisateurs et par les power users? Team site, site d'équipe. Donc, à la base, eux, je pense qu'ils veulent même commencer à pas tranquillement arrêter de nommer ça SharePoint sur Office 365. C'est tellement une grosse plateforme, c'est tellement facile de se mélanger et commencer à partir 25 000 projets en même temps SharePoint. Et même moi, j'en perds le souffle. Mais à la base, on dit, les team sites, les sites d'équipe, ça fonctionne. Hey, vous êtes une équipe de 7, de 25, de 32. Mais voici un site d'équipe, collaboré. Mais là, je trouve ça intéressant. Même avant de gérer les documents en format web, les gens, ce qu'ils aimaient, c'est qu'ils vont rapidement se faire un site d'équipe. Puis on parle même de la version 2003, 2007. Non, on commence avec 2007 SharePoint. Parce que c'est là vraiment que l'adoption a été massive, là, et que l'entreprise a dit on en veut. Puis il y a des gens rien dit regarde, ça s'est signé sur un terrain de golf, le vice-président, mais le vice-président il signait pas pour le fun, c'est parce que lui il voyait une souffrance. Moi je croyais que c'était la gestion documentaire, mais toi tu me dis il y avait aussi la partie gestion d'équipe. Absolument. En fait, c'est même plus on va y aller avec ça. Écoute, le problème, c'est les courriels. Ouais. On parle de SharePoint, on parle de... Ouais, en fait, un des plus gros problèmes, c'est... Et puis, on va pas se le cacher. Moi, j'ai vraiment... Ce problème a été... Je suis pas très bon en français, je viens de France, mais je sais pas. Ouais. Les courriels, on en reçoit des centaines, des milliers par jour. Je suis parti 5 minutes, j'en ai 35. Et souvent, c'est des courriels qui viennent de qui? Des collègues. Hein? En CC, en BCC. Et on n'en a aucunement besoin de savoir ce qui se passe la plupart du temps. Puis il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas de contexte. Il manque de l'information. Mais l'autre problème, c'est quoi? C'est que 3 mois plus tard, il me semble... c'est qui parlait de ça? Mais il a déjà donné la réponse quelque part. Puis là, on perd des heures, essayer de trouver le courriel. Et donc, en fait, le problème, il est ici. Et SharePoint, pourquoi est si grand succès, et encore, c'est une plateforme, donc une des verticales qui vient résoudre, c'est le problème des courriels à l'interne, parce qu'on vient mettre de la collaboration
directement web, je vais taguer le document, je vais être capable de le retrouver plus facilement. On a une liste de tâches, on va s'assigner des tâches directement, je vais voir s'il est fini ou pas. Écoute, même avec SharePoint 2013, si on veut, il y a quelque chose qui agrège toutes les tâches de tous mes sites SharePoint et de Exchange 2013. Donc là, je vois et mes tâches d'Outlook et mes tâches de mes sites d'équipe en une place, puis je peux les gérer. Donc ça aide à éliminer des courriels parce que je vais retrouver l'information quand j'en ai besoin, avec l'aide du moteur de recherche et la bonne classification des métadonnées. Ouais, on ajoute un peu de structure finalement voilà. Au courriel, c'est-à-dire qu'on les compartimente en projet, en équipe. Voilà. Sauf que les courriels qui sont envoyés, ils se retrouvent pas gérés à même le site SharePoint. Non, ben en fait, il y a beaucoup de courriels qui ne sont plus là. En fait, au lieu de répondre 3-4 fois avec toi, si on avait besoin de collaborer sur un document, OK, j'ai fait une révision, OK, c'est beau, j'ai checké, je vais mettre quelqu'un en CC juste au cas, juste pour le fun, parce que c'est facile de cliquer sur CC. L'autre personne participe à cette conversation palpitante. Moi, à la place, je vais mettre les documents dans une bibliothèque de documents, je vais classifier cela et je vais mettre un processus d'approbation, un workflow, un flux de travail qui va nous automatiser ça. Et donc, moi, je vais simplement changer l'état du document. Et tu sais quoi, Mario? J'ai écrit le livre dernièrement, on parlait, mais je travaillais avec A-Press, qui publieur de livres, mais c'est un site SharePoint. Et lorsque j'avais fini mon chapitre, il fallait que je change l'état pour dire, j'ai fini mon chapitre. Eux, ils ont reçu un courriel parce que tu sais combien de livres ils ont à gérer, pas juste SharePoint, là. Donc, ils ont besoin de savoir ça et ils ont reçu un courriel. Le chapitre de Benjamin pour tel livre, parce que tu sais quoi, ils savaient? Ils savaient que c'était tel livre parce que dans la colonne du document que j'ai déposé, il y avait l'ISBN du code du livre, il y avait l'auteur, il y avait ci. Et donc, tout de suite, ils ont pu sauter en contexte. Moi, j'ai pas eu besoin d'envoyer de courriel. Personne d'autre a été mis en CC. On a eu juste l'information qu'on avait besoin. Puis ce qui est super intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que A-Press, c'est une compagnie avec son staff, ses propres employés, mais avec plein de collaborateurs externes. Voilà. Donc, c'est facile pour quelqu'un de l'externe de venir collaborer avec des gens. A-Press nous a donné un site d'équipe pour l'équipe d'auteurs qui mettait le livre en place. On avait nos listes, nos bibliothèques, nos informations, et chacun, on allait mettre nos documents. Une fois que les documents étaient finalisés et qu'ils avaient changé d'état à état final, si on veut, il y a un flux de travail, un workflow qui a pris le document, il l'a copié dans une nouvelle bibliothèque de documents juste à côté, dans le même site d'équipe, pour dire ça, c'est la version finale. Et ensuite, on va attendre que quelqu'un passe pour le convertir en PDF ou, dépendamment du processus. On pourrait même automatiser cette conversion vers PDF. Eux, ils le font plus manuel. Mais c'est vraiment ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, la partie collaboration autour de l'équipe, c'est vraiment un axe qui est apparu rapidement là, chez SharePoint. Ah oui. C'est vraiment parce que on utilise les serveurs de fichiers, mais les serveurs de fichiers, il y a une grosse hiérarchie, mais on reste dans nos 3-4 répertoires, nos répertoires d'équipe. Oui, je me souviens, j'étais chez New Run, puis la première version s'appelait pas SharePoint encore, Tahoe. TeamSite ou avant même ou quelque chose comme ça là, au début des années 2000 là. SharePoint Portal. Il y a eu plusieurs pas mal. La compagnie qui faisait le produit qui était acheté par Microsoft, elle avait un nom. Je pense que c'est TeamSite ou quelque chose comme ça. Puis je me souviens chez New Run, on l'utilisait justement par différents projets. On se créait un team site là, pour collaborer. Chez GSoft, c'est la même chose. Notre intranet est enfin plein de sites d'équipe pour les différentes équipes qui existent, avec des clients également. Donc, c'est vraiment... On l'utilise aussi. Fait qu'en entreprise, tu vois beaucoup d'utilisation de sites d'équipe comme ça? Beaucoup d'utilisation de sites d'équipe. Et puis, honnêtement, ça va dépendre des entreprises. On entend le mot SharePoint. La beauté de la chose, c'est du HTML, du CSS qu'on peut aussi facilement manipuler. Et à la base, il y a déjà il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de blogs, c'est très populaire SharePoint en ce moment. Donc, l'entreprise en a entendu parler puis a décidé, selon le besoin d'affaires, je voudrais faire un intranet. Ou j'ai des clients avec qui je travaille à l'externe, ça va me prendre un extranet. Et ils vont commencer avec ce qui est le mieux pour le besoin d'affaires. Je vais pas dire, les gens commencent avec site d'équipe, ça vous prend un site d'équipe. Je ne sais pas comment vous travaillez, ça va vraiment dépendre. Mais une fois que SharePoint est entré dans la boîte, mais là, ça se répand, c'est incroyable parce qu'ils voient comment l'utiliser dans d'autres secteurs. Donc, là, je t'entends bien. Donc, grosso modo, on voit ce qui a favorisé l'éclosion de tout l'écosystème SharePoint. Moi, ce que j'aimerais qu'on aborde un peu, c'est le futur de l'écosystème. Tu as glissé un mot sur Office 365, où là, on voit plus du tout le mot SharePoint.
Guy, tu es maintenant un MVP Azure, donc le cloud, c'est comme inévitable. On s'en va vers... Et SharePoint, à la base, c'est un produit qu'on déploie en entreprise. Les compagnies achètent ce serveur-là, ils le déploient. Tu vas me faire peut-être moins maintenant en 2013, mais en tout cas, historiquement, c'était... puis même, moi, j'ai participé à des projets où est-ce que là, c'est des fermes, parce qu'on veut être capable de s'assurer qu'on va répondre à la demande et tout. Donc, il s'en va où, SharePoint, par rapport à ça? Wow! Écoute, si j'avais cette question, je partirais ma business. On s'entend que à terme, un moment donné, on ne déploiera plus de serveurs en entreprise. On va l'utiliser quelque part sur le cloud. Ça, c'est inévitable. Moi, je suis tout de suite gros fan d'Azure aussi. Mais SharePoint en ce moment, puis écoute, il y a des rumeurs, il y a ça. Moi, je vais y aller avec ce que je vois. Puis d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y a la plus grande conférence SharePoint qui arrive en mars. Vous pouvez sûrement trouver le site rapidement. C'est fait par Microsoft. Il y a 10 000 à 13 000 personnes qui arrivent à cette conférence-là, et c'est à Vegas. Enfin. Qu'est-ce que je vois? 10 000 à 13 000 personnes? 10 000 à 13 000 qui viennent. C'est plus gros que TechEd. Ça, c'est plus gros que les grosses conférences IT comme TechEd ou même les conférences de développeurs. SharePoint est, parce que justement, on parle affaires, développement, il y a beaucoup de IT Pro aussi, il y a le cloud, ça touche beaucoup. Et donc, justement, c'est quelque chose ce que je vois en ce moment, quelque chose que je vois se réduire, c'est le mot SharePoint. Je dis pas que je le vois plus, il est partout, il va l'être pendant des années, mais ce qu'on est en train de voir, c'est justement Microsoft, Office 365. SharePoint, ça va rester le produit serveur qu'on déployait localement en entreprise. Est-ce que je me trompe? En ce moment, oui, absolument. Maintenant, je me trompe ou dans le futur, on ne sait pas. On ne sait pas présentement. On ne sait pas si ça va être seulement avec Office 365 ou avec Azure. Pourquoi je pose cette question-là? C'est, on va prendre un produit qui était assez fondamental, qui a été poussé beaucoup par Microsoft, BizTalk. Aujourd'hui, BizTalk, la version serveur en tant que telle est en train de disparaître parce que Microsoft se dit, tant qu'à investir puis développer, je vais tout de suite travailler sur ma version cloud parce que c'est ça le futur. Puis, là, il faut dire aussi que le rythme d'adoption de ce type de technologie-là est plus lent. On n'est pas comme SharePoint ou SharePoint. C'est sûr qu'il va falloir regarder parce qu'il y a des normes, il y a des sécurités. C'est pas n'importe qui peut mettre toutes ces données dans le cloud. Donc, est-ce qu'il sera plus sur nos serveurs? Local, il y a encore plusieurs années devant lui. Oui, facile. Mais, par contre, Office 365, il y a beaucoup de compagnies qui vont dire, moi, je déploierai pas. J'ai mes courriels, je vais payer un montant par mois, puis je vais utiliser ce service-là. Exactement. Et à ce moment-là, eux autres, ils vont utiliser SharePoint en arrière, mais ils ne sauront pas. Ils vont être en train de faire des team sites. Exact. Et ils vont gérer des listes de documents, mais qui est essentiellement toute la plateforme SharePoint, reformatée dans un modèle cloud. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a une réécriture pour eux autres pour que ça marche sur le cloud. Exact. Et puis, ce qui viennent, vous avez tous vu Windows 8, donc vous avez vu le App Store. On peut faire des applications pour Windows 8. Mais avec SharePoint 2013, et surtout pour Office 365, parce que là, c'est Microsoft qui héberge les serveurs. Puis là, ils ont dit, on va pas pouvoir mettre n'importe quelle solution développée de n'importe qui directement sur nos serveurs pour offrir, parce qu'il y a quand même des très belles solutions développées pour SharePoint. Donc, il y a également un App Store pour SharePoint 2013 ou pour Office 365, prenez-le comme vous voulez, c'est du SharePoint. Et on est capable de donc développer et d'héberger ça sur Azure, par exemple, et d'avoir en fait juste l'applicatif. Donc, il y a des compagnies qui ont sorti pour pouvoir organiser des meetings. C'est une application. Ça n'a rien à voir avec SharePoint. Je pense qu'il y a même 0 liste SharePoint qui est utilisée. Ils ont juste développé en .NET et ils ont mis ça directement. C'est mis par-dessus SharePoint pour qu'on puisse l'utiliser. Donc, on va avoir Office 365, la plateforme SharePoint, mais ensuite, on va pouvoir mettre des petites applications ou des apps. Donc, ça n'a pas encore, c'est pas le plus gros App Store qui existe en SharePoint parce que souvent les développeurs vont encore développer sur des serveurs puis on a plus de droits, la sécurité nous permet plus lorsqu'on est sur le serveur. Mais une application que tu développes comme ça pour le App Store de SharePoint, et les gens vont pouvoir quand même le déployer aussi en local sur leur serveur SharePoint.
C'est oui et non. En fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. Donc, je peux mettre mon app dans le App Store qui est utilisé par le SharePoint un petit peu partout. Ou je peux avoir un App Store d'entreprise, donc un Enterprise App Store si on veut. Où je suis une très grosse compagnie, nous avons 15 000 à 20 000 employés. On va faire nos applications, puis on va les rendre disponibles pour qui on veut dans l'entreprise. Mais elles ne sont pas dans le App Store. Donc, il n'y a pas aucun mécanisme pour que quelqu'un, mettons, une entreprise, dise « moi, je vais acheter cette application-là qui a été conçue pour l'App Store et je voudrais la déployer localement. » Les seuls mécanismes, c'est soit qu'ils vont l'acheter sur le App Store central de Microsoft, voilà. Et elle ou va ils être mettent en ajoutée place leur propre App Store, puis là, ils déploient dans ce App Store-là. Exactement. Il y a des façons de faire en sorte que je vais prendre l'application sur le web, l'acheter, puis la mettre dans mon SharePoint serveur, mais il y a besoin d'une infrastructure qui est prête pour ça, parce que le serveur SharePoint a besoin de se connecter à Azure, qui est là où l'application est placée, si on veut, au cas où du jour au lendemain, vous avez 30 000 employés qui se connectent dessus. On ne sait pas comment elle est codée, donc c'est pour ça qu'on dépend de la connexion avec Azure pour ça. OK. En parlant d'Azure aussi, depuis peu, on peut déployer SharePoint c'est récent, sur l'infrastructure as a service. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir toute la quincaillerie en entreprise, ben ça peut être hébergé sur Azure. Donc, c'est justement là où on voit qu'on s'en va de plus en plus vers le cloud et je pense que de plus en plus, Microsoft veulent qu'on arrête de l'installer sur les serveurs. Bon, est-ce que c'est vrai? C'est mon opinion. Mais on voit vraiment, pour ceux qui vont aller à la conférence SharePoint, je m'attends à avoir beaucoup sur Office 65 et ce qui arrive pour SharePoint Office 65 plutôt que vous allez avoir ça sur vos serveurs de plus. OK. Ben, peut-être une dernière question. Par rapport à la plateforme SharePoint, c'est quoi la chose qui t'excite ou qui t'allume en disant « Hey, ça, là, c'est pas mal cool, puis j'explore ça m'intéresse beaucoup, là. » OK. Ben, en fait, c'est drôle. Moi, je suis un passionné de SharePoint. Hein, c'est pour... Bon... Je suis ici en train d'enregistrer, bien sûr, sur SharePoint. Non, en fait, moi, je pensais pas que j'étais un passionné de ça, mais la recherche, le moteur de recherche, c'est incroyable ce que... Écoute, j'ai des frissons. C'est incroyable de voir... C'est sérieux, là? Tu parles de l'agent de recherche. L'agent de recherche, non, honnêtement, c'est un très bel avantage à avoir et de savoir utiliser. Souvent, les gens vont tout de suite dire, la recherche SharePoint. Mais moi, j'ai une question pour toi. Tu sais, dans Windows 8.1, la recherche, en plus de rechercher ton mot, il va aussi chercher sur Internet tout ce qu'il connaît, puis il ramène tout ce contexte-là. Est-ce qu'ils vont faire ça aussi? Ouais, là, tu viens d'éliminer mon... Non, en fait, pas tout de suite. On peut avoir ce qu'on appelle la recherche fédérée. Ouais. Et donc, SharePoint va aller demander à Bing avoir ses résultats à lui. Mais là, on va parler... C'est surtout un contexte d'entreprise. Ouais. On a des centaines de milliers de documents, mais maintenant, on n'a pas juste des documents parce que SharePoint, on va l'utiliser pour de la publication web, de WCM, Web Content Management. Et allez sur le site de Ferrari.com, c'est fait en SharePoint. Allez sur Volvo, c'est fait en SharePoint. Et aujourd'hui, il y en a énormément qui ont été faits en SharePoint. Canadian Tire, pas le site public, mais un des sites de services fait en SharePoint. Donc, c'est d'être capable de rechercher l'information qu'on a besoin. Le moteur de recherche aujourd'hui, il nous permet d'être n'importe où dans SharePoint et d'avoir... on a ce qu'on appelle dans SharePoint des web parts. C'est des petits modules, c'est une petite application, si on veut, qu'on met sur une page qui a une job. Ouais. Et puis, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire une recherche avec le moteur de recherche, puis elle va nous afficher les résultats. Mais nous, on a le droit de choisir comment est-ce qu'on veut afficher ces résultats. Donc, avec un moteur de recherche qui a été configuré, puis ça, c'est vraiment l'élément clé. Les gens oublient, on installe SharePoint, puis on part. Parce que le moteur de recherche nous donne des résultats, mais ça ne veut pas dire qu'il a été bien configuré, et ça, c'est le problème numéro 1. Mais une fois qu'on a bien configuré le moteur de recherche, on est capable de faire ressortir des résultats de n'importe où dans l'entreprise. Il y a toujours, on est capable seulement ce que les gens ont droit d'accès. Associer ça fait les bonnes pages avec les bonnes web parts pour être capable. Non, ça c'est la configuration de SharePoint, mais il faut configurer le moteur de recherche également. Ah, ok. Donc il y a comme une autre partie qui est plus serveur. Exactement. De dire qu'un PDF c'est un PDF et je veux afficher les PDF avec un petit afficheur de PDF à côté à droite. Je veux indexer ces mots clés là, puis tu sais quoi, le mot auteur puis le mot créé par. Ça veut dire la même chose. Donc, il faut les mettre en synonyme. C'est pas par magie. Quelqu'un qui m'appelait, j'ai tapé le mot KPI puis j'ai tapé le mot KPIs. Il a pas trouvé les KPIs avec un S.
Hey, c'est pas ce que ça veut dire, toi, tes 3 indicatifs dans ton entreprise. Bon, Key Performance Indicator, on connaît, mais d'autres terminologies d'entreprise, il va pas savoir que c'est le pluriel ou que c'est la version abréviée. Il faut faire la configuration du moteur de recherche. Une fois fait et une fois qu'il l'indexe, on est capable de ressortir l'information et de la présenter comme on veut. Et puis, quelqu'un a dit ça, je sais plus qui aujourd'hui, mais puis ça va être en anglais, je suis désolé, mais « The prettiest picture wins the funding ». Hein? Donc, comment on traduirait ça? Là? Hein, je sais pas. The prettiest picture. The prettiest picture wins the funding. Gagne donc, quelqu'un, disons que tu arrives avec un projet qui fait 3 fois plus que le mien, il y a des meilleures fonctionnalités que le mien, mais le mien, il ressemble à Ferrari.com. Ouais. Ah, il y a des grandes chances que ça va être moi qui va être apprécié, adopté par les utilisateurs. En réalité, les gens sont souvent omnubilés par l'apparence. Exact. Plus que par le contenu. Tu sais, le contenant est souvent plus important que le contenu. Donc, ouais. Si tu réussis à faire que le contenant est beau, les gens ont l'impression que le contenu va être beau. Puis des fois, on connaît ça, là, on a déjà vu ça. Donc, ouais. Et SharePoint te permet de faire un beau contenant rapidement. C'est du HTML, c'est du CSS, c'est du jQuery pour l'affichage web. Donc, j'ai des power users un peu partout et des utilisateurs qui sont en train de mettre des documents, les taguer, ils sont capables de gérer ça eux-mêmes en plus. Donc, ils font leur propre petite base de données, mais web, avec des mots-clés assez faciles à utiliser. Bon, on a mis une architecture d'information, on skip tout ça, mais c'est très important. Mais une fois que tout ça a été mis en place, ben moi, j'ai un beau petit truc qui s'appelle le moteur de recherche qui va tourner, me répondre selon mes droits. Donc, il va pas me montrer ce que j'ai pas le droit de voir. Donc, tout ça, c'est très, très bien fait et je vais voir les résultats pour moi, mais ils vont être affichés d'une façon élégante. Donc, je vais sur le site de Ferrari.com, ben, c'est pas quelqu'un qui est en train de cliquer sur modifier la page direct sur la page web Internet puis qui change la photo. Mais là où il y a la photo, c'est le résultat d'une recherche qui dit va chercher une photo puis affiche-la comme ça. Et donc, moi, j'adore ça parce que même moi, en tant que quelqu'un qui n'est pas un développeur, j'ai été capable de me construire un intranet ou de le construire pour quelqu'un d'autre et de le rendre beau et d'être fier. Mm-hmm. Si on arrive en entreprise, ce serait pas plus le fun de dire « Hey, tu veux voir mon site d'équipe? Il est hot! » Ou « Hey, j'ai un lecteur P. » Il est vraiment hot. Ouais, il est beau, mon lecteur P. C'est une belle arborescence. Non, tu vois, donc c'est vraiment ça qui fait la grosse différence. C'est vraiment le look. En terminant, Benjamin, on a parlé dans ton introduction que tu as écrit un livre. Donc, oui. C'est sûr qu'on va référer à ce livre-là. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, un blog, quelque chose d'autre que tu dis, hey, ça, là, si vous voulez vous intéresser à SharePoint, là, tu as déjà glissé un hint sur, il y a la grosse conférence à Las Vegas, qui est la conférence au mois de mars. Qui s'appelle comment, cette conférence-là? C'est SPC ou SharePoint Conference. Ouais. Si vous allez sur Bing, vous allez chercher SharePoint Conference, vous allez le trouver. C'est sûr qu'on va mettre le lien, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans l'écosystème SharePoint que les gens... Il y a beaucoup. SharePoint, c'est justement quelque chose où... on ne comprend pas comment et pourquoi aujourd'hui il y a des... Bon, vous connaissez peut-être pas les SharePoint Saturday. Je sais qu'SQL aussi en fait beaucoup. Ouais. Écoute, les samedis il y en a où les gens font des formations. Des sortes de petites conférences du samedi gratuits pour les gens. Il y en a une tous les week-ends, parfois 2, 3 dans le même week-end, partout dans le monde. Il y a des conférences qui se donnent partout dans le monde, presque toutes les semaines, parce que ça touche tellement de choses. Donc, de l'information, vous allez en trouver. Que ça soit plein de blogs, que le mien ou d'autres MVP, il y a des sites qui vont essayer d'agréger ça. Donc, on parle de nothingbutSharePoint.com. Il y a aussi un site SharePoint-community.net qui est aussi disponible. Mais généralement, dès qu'on va essayer de trouver quelque chose sur Internet pour SharePoint, on va la trouver. C'est vraiment quelque chose de populaire. Puis j'imagine pour les développeurs, il y a sûrement le mot-clé SharePoint sur Stack Overflow qui est l'engin qu'on aime bien utiliser exactement. pour répondre aux questions. Ben écoute, on te remercie. Merci à vous. C'était bien. Moi, j'ai bien aimé la facette de... c'est pas juste la gestion documentaire, c'est la création de sites d'équipe qui est au cœur du succès du produit. Donc, c'est intéressant. Mm-hmm. Nous, on va faire la pause et on va revenir avec les actualités. Les actualités avec Guy Barrette.
Hey, Guy, dis-moi pas là, que tu vas encore me parler de la plateforme Azure. Comme, tu sais, on dirait qu'il n'y a que Azure qui fait quelque chose sur cette planète-ci. Excuse-moi, mais ils sont sur un cycle de développement tellement rapide. Premièrement, il y a plusieurs équipes dans Azure. Il n'y a pas juste, par exemple, une équipe qui fait un release à toutes les années. Il y a plusieurs équipes qui release très rapidement à tous les ils sont sur des cycles de 6 semaines à peu près. Oui, à peu près. Là. Fait que, toujours des nouveautés qui arrivent. Il y a toujours quelque chose de nouveau, même, je dirais, là, mais présentement, c'est à peu près aux 6 semaines. Là. Même pas aux 2 mois, là, à peu près aux 6 semaines. Donc, le SDK 2.1 qui est sorti, qui donne plusieurs nouvelles fonctionnalités. Ce qui est le fun maintenant, c'est qu'à l'intérieur de Visual Studio, on peut faire beaucoup de choses de gestion, créer des blobs, gérer notre storage, etc., sans avoir besoin d'aller directement dans le portail. Donc, ça c'est intéressant. À part ça, bon, il y a d'autres nouveautés. Il y a un trend quand même qui est assez que tout le monde semble reconnaître maintenant. Ça a pris du temps même pour que Wall Street le reconnaisse. C'est que le cloud, la version Azure de Microsoft, c'est la nouvelle vache à lait. Parce que, écoute, on parle qu'ils sont rendus à peut-être 4 milliards de revenus avec le cloud aujourd'hui, mais les projections pour 2016-2017 sont à 16-20 milliards. Et tout Windows, Office aujourd'hui, c'est ça, c'est 16 milliards de revenus. Donc, d'ici 3 ans, 4 ans, si les projections continuent comme prévu, Microsoft va avoir complètement réinventé ses sources de revenus avec le cloud. Et du jour au lendemain, Office pourrait devenir 0 revenu et la compagnie serait toujours en aussi bonne santé financière. Qui aurait cru ça il y a 10 ans quand le monde disait « un jour, vous allez voir, Microsoft va disparaître ». Ils ont su en tout cas bien... c'est un axe lequel ils ont gagné... En tout cas, ils sont bien positionnés pour être parmi les 3 grands joueurs. C'est ça, ils se sont repositionnés au niveau des services. Puis... Et puis, bon, il reste quand même présent au niveau de tout ce qui est plateforme de développement et tout, parce que ça reste fondamental. Mais ils ont pris le choix avec le cloud de dire, nous, oui, ça peut être la plateforme Microsoft, mais ça peut être aussi la plateforme de Apple. On s'en fout de comment vous développez. On veut juste que vous veniez héberger vos choses chez nous. Puis on veut que vous veniez payer un frais mensuel d'un service, puis nous autres, on est heureux. Après ça, que ça soit fait à open source avec Adobe et n'importe quelle technologie, en Ruby, c'est pas grave, tant que vous payez vos petits frais mensuels de service, Microsoft est heureux. D'ailleurs, c'est ça la réalité. Hein, ça, faut pas oublier que c'est une compagnie qui est là pour être profitable. Ouais, c'est à peu près tout. Là. Ouais, ben là, on sait qu'on avait dit que Visual Studio 2013 s'en vient. Donc, septembre va être un mois assez quand même chaud parce que c'est toutes ces nouvelles lignes de produits-là qui vont sortir. Ouais. Puis, et les nouvelles, on va voir ce qui va s'en venir avec, parce que là, il va tomber, maintenant, on commence à parler des produits 2014 et ce qui est intéressant aussi, puis je sais pas si nos auditeurs sont conscients, c'est que le cycle, maintenant, n'est plus sur 2-3 ans. Tu sais, avant, ça prenait 2 ans avoir une version. Puis ça, c'est un changement important au niveau des départements IT dans les entreprises. Avant, tu avais une version de Windows à tous les 3 ans, quelque chose comme ça. Donc, tu avais le temps d'apprendre le produit, de le déployer, faire même si tu avais le temps, les compagnies sautaient souvent une version. Ben oui, sautaient une version. C'est comme, ça coûte trop cher à faire un déploiement. Ils font, c'est ça, ils sautaient une version, donc c'est à peu près aux 6 ans, même aux 10 ans. Là, maintenant, c'est clair, là. Les versions des OS, là, de Windows Server et du client, c'est aux années. Il y a une nouvelle version aux années, là. Côté serveur aussi, Office 65, ils ont mis ça à tous les 90 jours. Ouais. Mais c'est parce que là, ils déploient, puis c'est tout le monde là. C'est comme, tu sais, t'as pas besoin d'avoir un déploiement d'entreprise. C'est eux autres qui te font le déploiement puis qui te donnent des nouvelles fonctionnalités. Puis ils réfléchissent à s'assurer que ces fonctionnalités-là viennent pas en conflit avec ce que tu faisais la journée d'avant. Puis à ce moment-là, ils sont en déploiement continu. Ouais, c'est difficile ça parce que avec une plateforme comme on reparle de SharePoint rapidement, mais avec Office 65 qui change tous les 90 jours, il y a pas encore, ils sont pas les annonces officielles, il y a rien vraiment qui est devant nous. Et là, tout d'un coup, on a des applications qui ne marchaient plus. Mais je parle vraiment du cas. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé la version majeure. Donc, leur propre produit ne marche plus. Microsoft sont en train d'apprendre aussi qu'est-ce que c'est vivre dans un environnement quasiment en déploiement continu, en tout cas en déploiement au fil de l'eau, là, rapidement. Puis pour eux autres aussi, là, c'est un apprentissage. C'est pas quelque chose qui se fait simplement. Et ils sont conscients. Puis pas juste eux autres, Google en est conscient, Apple, c'est que les compagnies qui vont réussir à maîtriser ça
vont être les compagnies qui vont offrir des services à toute la planète. Puis on parlait, c'est un mot vite de Dropbox. Pourquoi Dropbox nous vient en tête quand on parle de gestion de fichiers sur le cloud? C'est malgré toute la compétition, cette compagnie-là a toujours réussi à livrer puis faire que les fonctionnalités marchaient. Donc, à un moment donné, c'est bien beau, tu peux mettre une grosse machine, beaucoup d'argent, mais si ça... Sauf que quand j'ai fait une démo à DevTeach à Toronto, au moment où je faisais un déploiement à partir de Dropbox est tombé, je pense, pour la première fois. Ah ouais, bon, tu vois. Au moment précis. C'est quoi le timing? Mais tu vois, regarde, c'est aujourd'hui ou hier, Amazon, puis c'est quoi, 45 minutes? Oui, Amazon. Puis là, il estime rapidement que c'est en centaines de millions de dollars là, de perte de vente, juste 45. Mais ça en a juste sur le... Tu sais, si tu dis 1 heure down puis tant de revenus perdus, c'est comme, wow, c'est une machine à faire de l'argent, cette affaire-là, là. Ben, la semaine dernière, Google est tombé down à peu près 4 Outlook minutes. aussi a eu des problèmes. Oui, Outlook aussi, là. Puis là, la fin du monde est arrivée, là, sur le web, là, Outlook, Google est down. Ben, il faut... Mais, bon, on va espérer qu'il n'arrivera jamais une brisure majeure parce que ça serait significatif pour notre bien-être. Ben, écoute, Benjamin, on te remercie encore. Merci à vous. Merci encore. Puis, ben, nous, on va souhaiter à nos auditeurs bonne programmation. Ou bon déploiement, SharePoint. Ben, c'est tellement facile maintenant. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.